Alors, je souhaite la bienvenue aux représentants de la Centrale des syndicats du Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé au total et qu'ensuite, nous allons procéder à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à commencer votre exposé. La parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, je me présente, Mario Beauchemin. Je suis troisième vice-président à la Centrale des syndicats du Québec et je suis accompagné d'Isabelle Lynn Urtubise à ma gauche et de Marie-Sophie Villeneuve à ma droite. Et si jamais j'ai l'air intelligent cet après-midi, c'est grâce à elle. Donc, allons-y. La Centrale des syndicats du Québec, je pense que c'est important que je vous la présente un peu. Cette centrale représente plus de 220 000 membres en éducation, en petite enfance, en enseignement supérieur, en santé et services sociaux, ainsi que dans les milieux de communication, du communautaire, du loisir et du monde municipal. Et on compte également dans nos rangs une association de personnes retraitées. Aujourd'hui, on voudrait mettre l'accent sur une vision inclusive de l'immigration. Nous voulons que l'immigration au Québec soit fondée sur le respect des droits de la personne, de la dignité et des aspirations des personnes migrantes. Nous souhaitons reconnaître le rapport essentiel à notre richesse économique, mais aussi sociale et culturelle. Par ailleurs, on accueille favorablement plusieurs propositions du gouvernement, en particulier les suivantes: hausser la part des personnes admises sélectionnées par Québec, réduire les délais de traitement des demandes, améliorer la reconnaissance des acquis et des compétences et bonifier les données et la documentation sur l'état de l'immigration et les capacités d'accueil du Québec. Pour continuer, nous souhaitons maintenant présenter nos recommandations qui sont relatives à de graves enjeux de droits de la personne. À l'instar des autres centrales syndicales et de nombreux organismes, nous sommes très préoccupés par le fait que ces enjeux soient complètement ignorés lors de cette consultation. Dans un premier temps, on pense à inclure l'immigration temporaire dans la planification pluriannuelle dans l'optique de mettre fin à l'exploitation et aux abus. Nous sommes très préoccupés par l'exploitation et les abus vécus par les travailleuses et les travailleurs migrants temporaires, particulièrement les personnes admises dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. Je rappelle que celui-ci a déjà été qualifié, et je cite, de terreau fertile pour des formes d'esclavage modernes par le rapporteur spécial des Nations unies, venu enquêter sur le sujet cette année. Son rapport a été dévoilé la semaine passée et j'invite nos élus à en prendre connaissance si ce n'est pas déjà fait. En fait, ce rapport met en lumière des problématiques connues sur le terrain et auxquelles il convient de s'attarder de façon urgente. La majorité des personnes admises dans ce programme sont concentrées dans des emplois très difficiles et précaires. Le permis de travail fermé les place sous une entière dépendance de leur employeur. Et à titre d'historien, je dirais que au cours de mes lectures, ça me fait penser à la révolution industrielle en Angleterre puis au concept de ville-usine, quand les paysans allaient travailler en usine et qui habitaient autour de l'usine et qui étaient sous la domination de l'employeur. J'ai comme l'impression qu'il y a un retour en arrière ici. Aussi, le parcours de ces personnes pour accéder à la résidence permanente est jalonné d'obstacles qui rendent le projet impossible. Dans un tel contexte, le recours grandissant au travail migrant temporaire, fortement encouragé par notre gouvernement, est hautement problématique et indigne de nos valeurs. On doit corriger le tir sur l'immigration permanente. Nous devons corriger le tir et miser sur l'immigration permanente et le respect des droits de la personne. Nous appelons donc le gouvernement du Québec à inclure l'immigration temporaire dans la planification pluriannuelle, à travailler avec le gouvernement fédéral pour favoriser l'accès à la résidence permanente des travailleurs et travailleuses migrants temporaires et à abolir dès maintenant le permis de travail fermé. Ensuite, nous pensons qu'il faut prévoir des mesures de soutien pour les femmes migrantes. Les femmes migrantes font face à des enjeux et des obstacles à l'intégration professionnelle particuliers. Cela est présenté en détail dans une étude approfondie du comité consultatif Femmes en développement de la main-d'œuvre de la Commission des partenaires du marché du travail. Nous appelons donc le gouvernement à prendre connaissance de l'étude et à élaborer des mesures d'accueil et de soutien spécifiques pour les femmes migrantes en étroite collaboration avec les organismes qui interviennent auprès d'elles. Nous pensons aussi qu'il faut favoriser la régularisation du statut des personnes sans statut. Même si cela ne fait pas partie des orientations présentées, on considère à la CSQ qu'il faut s'occuper très rapidement de cet enjeu. Plusieurs milliers de personnes sont déjà établies ici et intégrées au marché du travail, mais le fait d'être sans statut les confine aux emplois informels à l'ombre du travail au noir. Les risques d'abus et d'exploitation y sont très élevés. Les femmes sans papier risquent particulièrement d'être exposées à plusieurs formes de violence et d'exploitation, dont sexuelle.
Nous appelons donc le gouvernement du Québec à travailler rapidement à l'élaboration de programmes de régularisation des statuts. Pour la suite de ma présentation, je vais m'attarder sur certaines orientations proposées par le gouvernement. D'abord, la première, qui concerne le rehaussement de la part de l'immigration francophone. Selon nous, il s'agit d'une orientation très positive, mais nous ne recommandons pas de sélectionner uniquement des personnes connaissant le français. Nous pensons qu'il importe d'investir plutôt massivement dans des programmes de francisation efficaces. Ce qui m'amène à parler de l'orientation 2. On est très inquiet de la façon dont Francisation Québec est présentement implantée. Les échos que nous avons du milieu ne sont pas du tout rassurants. Les personnes se présentent dans les centres d'éducation des adultes, mais le personnel ne peut rien faire. Ils ne peuvent pas les inscrire à la francisation. Ils peuvent, tout au plus, les aider à s'inscrire sur la plateforme du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Mais cette plateforme pose de nombreux problèmes. Elle n'est pas conviviale, il y a 10 sections à remplir. Et il faut rappeler à ce moment-ci que plusieurs de ces personnes n'écrivent pas le français ou ne savent pas lire. Les téléchargements des documents exigés ne fonctionnent pas toujours. Et après cela, les personnes doivent attendre un appel du MIFI pour être évaluées au téléphone, une évaluation qui ne dure que quelques minutes. Et tous les délais rapportés sont extrêmement longs. En outre, pendant ce temps, les personnes sont sans revenus d'allocation aussi longtemps qu'elles ne débutent pas le cours de francisation. Et les allocations ne sont pas rétroactives. On nous signale aussi plusieurs erreurs de référence. Des personnes de Terrebonne sont référées à Saint-Jérôme ou des personnes de Mascouche sont référées à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce qu'on nous rapporte aussi, c'est que le service téléphonique du MIFI est débordé. Le personnel est impatient et ne communique qu'en français. Ce qui donne que les personnes arrivent au compte-gouttes dans les cours, ce qui demande une réorganisation des niveaux de français dans les classes à chaque semaine. Les centres de services scolaires inscrivaient et francisaient plus de 25 000 personnes annuellement et elles ne peuvent plus le faire. Aujourd'hui, 95 % des personnes ayant besoin de francisation n'ont pas pu s'inscrire au guichet unique. C'est comme si le MIFI a pris cette décision sans connaître les réalités et les besoins des personnes immigrantes. Elles ont besoin de contact, de parler à des personnes réelles, d'être assurées et surtout d'être bien informées et guidées à travers les processus. On insiste sur la nécessité de mettre en place rapidement des solutions. Nous voulons aussi attirer votre attention sur une pratique que nous jugeons tout à fait incohérente et incompréhensible. Nous faisons référence ici au fait que les examens administrés par les centres d'éducation des adultes et reconnus par le ministère de l'Éducation ne le sont plus par le MIFI depuis le 21 juillet 2020. Un ministère ne reconnaît pas les examens pourtant reconnus par un autre ministère, et cela au sein d'un même gouvernement. On peut parler ici d'une certaine incohérence. Pour être sélectionnées, les personnes migrantes doivent maintenant fournir des attestations de résultats d'un test de français conçu en France. Il n'est pas étonnant de constater que plusieurs échouent à ces tests, puisque nombre d'expressions sont incompréhensibles au Québec. Et ces tests ne sont pas gratuits. Ça varie entre 250 et 400 $, contrairement à ceux qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation. Il n'est pas rare qu'à la suite d'un échec, certaines personnes embauchent un professeur en France pour des cours de rattrapage à distance afin de préparer la reprise de ces tests. Nous trouvons cette situation inacceptable. On demande donc que le MIFI se ravise en acceptant les tests de français reconnus par le ministère de l'Éducation. En ce qui concerne l'orientation 6 maintenant, sur l'importance de l'immigration économique, pour nous, l'immigration ne doit pas avoir comme unique objectif de répondre à nos besoins à court terme de main-d'œuvre. Nos devoirs envers l'immigration humanitaire et le regroupement familial sont tout aussi importants. Or, ces deux volets ont connu des baisses importantes ces dernières années. Les personnes demandeuses d'asile sont déjà établies ici et en processus d'intégration. Les délais de plus de 25 ans d'attente pour obtenir une décision, qui ont été révélés dans les médias la semaine passée, sont absolument inadmissibles. Et la cause majeure se trouve souvent dans nos seuils beaucoup trop bas. Bref, la CSQ est d'avis qu'il faut augmenter le nombre de personnes admises dans les volets humanitaires et du regroupement familial. En plus de respecter nos engagements internationaux, cela se justifie d'un point de vue économique, puisque les études démontrent que le taux de rétention à long terme des personnes migrantes en région
est significativement plus élevé pour les personnes réfugiées et celles ayant leur famille auprès d'elles. Seconde, s'il vous plaît. En conclusion, nous avons pris acte de la volonté de mobiliser l'immigration économique afin de répondre à la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans les services publics. Mais il est important pour la CSQ de vous rappeler qu'un grand bassin de personnel qualifié et diplômé dans ces secteurs existe au Québec. On se désole de devoir le rappeler encore, la pénurie de main-d'œuvre dans les services publics est en grande partie causée par la dégradation des conditions et d'organisation du travail. Merci beaucoup pour votre exposé. Alors maintenant, je vais céder la parole à la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Vous avez 16 minutes 30 secondes. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, merci à vous trois d'être présents parmi nous. Merci de participer à cette consultation, à cet échange donc sur l'immigration pluriannuelle pour les années 24 à 27. C'est très apprécié. Je vais vous amener sur quelques sujets là, différents, mais je vais reprendre en fait une partie de votre allocution concernant les permis de travail fermés. Les permis de travail fermés, c'est un sujet que j'ai abordé avec mon homologue fédéral précédent, c'est-à-dire M. Fraser, pour faire valoir que le fonctionnement actuel avec les permis de travail fermés semblait générer certains enjeux, on le sait, de vulnérabilité des travailleurs lorsqu'il y avait un comportement de la part de l'employeur qui était inadéquat. Alors, j'ai demandé à ce qu'on puisse regarder les alternatives à ces permis de travail fermés. Et là-dessus, j'aimerais vous entendre. Quelle serait pour vous la meilleure alternative à considérer? Moi, j'avais évoqué, bon, peut-être l'idée d'un permis de travail régional, de telle sorte que des régions, par exemple, plus éloignées, puissent bénéficier de la présence de travailleurs étrangers temporaires d'une manière plus sécurisante, avec un permis de travail fermé régional, parce que, advenant qu'une personne soit embauchée par un employeur qui n'a pas le bon comportement, bien, qu'elle puisse cheminer vers un autre emploi dans la région plutôt que dans une autre région au Québec. Donc ça, c'est quelque chose qui était sécurisant pour des régions éloignées, d'avoir une alternative de cette nature-là. D'autres me parlent plutôt de l'intérêt qu'il y aurait d'avoir un permis de travail sectoriel, de telle sorte que des professions qui vivent des cycles économiques semblables, mais pas superposés, je vous dirais, en termes de haute saison, basse saison, pourraient se promener d'une entreprise à l'autre, des entreprises qui vivraient des hautes saisons dans leur cycle économique à des moments différents. Donc, pourraient, par exemple, travailler pour un employeur dans la haute saison en juin, et puis là, quand ce sera le creux de vague rendu au début août, bien là, il cheminerait vers une autre entreprise du même secteur qui, elle, vivrait sa haute saison au mois d'août. Donc ça, c'était vu de manière positive par plusieurs organisations, entreprises qu'on a rencontrées qui offrent des emplois de type saisonnier. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y aurait une autre formule qu'on devrait envisager? Et parmi les formules qui existent, quelle serait celle que vous privilégieriez? Géry. Oui, merci. En fait, la meilleure alternative pour nous, c'est celle qui met réellement fin au risque d'abus. Puis je pense que c'est au MIFI, au ministère, d'évaluer cela. Et pour nous, ces immigrants et immigrantes temporaires, étrangers temporaires, doivent jouir des mêmes droits que les personnes qui sont établies au Québec et qui sont Québécois et Québécoises, qui sont résidents permanents. Ils doivent avoir le droit de changer de travail. Ils doivent avoir le droit à une protection sociale, le droit de porter plainte à la CNESST. Donc, pour nous, ce que vous avez mis sur la table tout à l'heure nous semble intéressant, en autant que ça aboutit justement à une égalité des droits entre les différentes personnes au sein de la population québécoise. J'aimerais souligner à cet égard-là que, en fait, les travailleurs étrangers temporaires bénéficient du même encadrement là, pour les droits du travail que n'importe quel employé au Québec. Et ça, c'est important de sensibiliser et les employeurs et les employés. Et c'est quelque chose auquel on s'est engagé avec la création en mars dernier d'une escouade pour faire en sorte de bien informer les employés de leurs droits, les employés, notamment les travailleurs étrangers temporaires, pour être certain qu'ils soient bien au fait de ce qui est permis, de ce qui est illégal, puis des recours auxquels ils peuvent avoir accès. Donc ça, pour nous, c'est essentiel et c'est sûr qu'on va continuer à porter un regard attentif à cette évolution-là. Et puis, on enjoint également le fédéral à être de la partie pour faire en sorte que ce soit le mieux promu possible. Est-ce que de votre côté, vous avez une action en ce sens-là auprès de ce type d'employés? Des actions?
oui, des actions pour les sensibiliser sur leurs droits. Non, mais je pense que c'est au ministère d'œuvrer dans ce sens, parce que ces employés, ces travailleurs migrants temporaires travaillent souvent de 12 à 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Donc, pour eux, d'établir des démarches, d'entreprendre des démarches pour s'informer de leurs droits, c'est pas évident. C'est même quasi impossible. Donc, il y a vraiment une initiative gouvernementale qu'il faut mettre en place pour pouvoir les en informer. Dans votre rapport à la recommandation 2, donc page 7, vous indiquez que vous souhaitez que le gouvernement du Québec prenne en compte la réalité et les enjeux vécus par les femmes migrantes et élabore des mesures en conséquence, bon, bien sûr en collaboration avec les acteurs du milieu. Je me demandais à ce sujet-là à quel genre de mesures vous pensez pour être davantage inclusif et pour favoriser l'intégration puis la sécurité des femmes immigrantes qui travaillent au Québec. Allô? Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment contente. C'est ma première fois, fait que je suis vraiment nerveuse, mais c'est vraiment le fun qu'il y ait cette consultation-là sur un sujet aussi important. Vraiment rapidement, la Centrale des syndicats du Québec, on n'est pas des spécialistes de l'immigration, mais on a des valeurs de droits humains, de droits de la personne, de justice sociale qu'on défend. Il y a des gens de plus en plus, des personnes migrantes qui font partie, qui travaillent dans les services publics, qui vivent des enjeux que les personnes nées ici ne vivent pas, dont les femmes. Donc, ce n'est pas à nous de détailler les mesures à prendre, parce que nous ne sommes pas les spécialistes. Mais j'attire votre attention sur un rapport du Comité consultatif Femmes en développement de la main-d'œuvre, la Commission des partenaires du marché du travail, qui s'appelle « Analyse qualitative de parcours d'insertion de femmes immigrantes au marché du travail et conditions de réussite observées », un rapport de 2019 qui a une belle liste de recommandations de mesures. J'attire aussi votre attention sur les réseaux de femmes migrantes qui existent au Québec. Il y en a des excellents. Le volet femmes de la TCRI, qui est la table qui regroupe l'ensemble des groupes communautaires en immigration, qui est partout au Québec. Ils ont des personnes ressources extraordinaires. Ils ont émis des études, ils ont émis des rapports, ils ont émis des recommandations. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus, sur la table, il y a déjà des recommandations intéressantes qui viennent de groupes et de réseaux qui travaillent auprès des femmes immigrantes. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre de façon détaillée à votre question. J'ai plusieurs constats du rapport, mais je trouve que vous avez déjà accès à ces groupes-là parce que plusieurs sont financés par votre ministère. Donc, je vous invite vraiment à travailler avec ces groupes-là là-dessus parce que c'est elles qui sont les mieux placées pour vous indiquer les mesures à suivre, pour mieux les accompagner et les soutenir. De l'écosystème des organisations actives en immigration et de notre côté, on s'est assuré d'œuvrer en collaboration avec ces organismes-là qui sont sur le terrain, soit en accompagnement, soit en intégration des personnes immigrantes pour assurer une connexion avec la société d'accueil ou encore en francisation. Donc, depuis notre arrivée au pouvoir, on a signé plus de 200 ententes de cette nature-là avec des organismes, beaucoup des organisations communautaires qui travaillent auprès des personnes immigrantes. Pour la plupart, c'est leur principal axe d'intervention et d'action. Alors, particulièrement, il y a plusieurs membres là, de la TCRI qui sont dans les organisations avec lesquelles on travaille et qu'on s'assure d'être en contact avec eux via nos bureaux régionaux, nos antennes régionales. On a ouvert 9 directions régionales et 74 antennes régionales. Alors, soyez assurés qu'on couvre le terrain, contrairement au gouvernement précédent qui s'était assuré là, de fermer tous ses bureaux en région. Nous, on s'est assuré d'être connectés aux régions, de ne pas tourner le dos aux régions et plutôt de travailler en collaboration avec l'ensemble des organisations qui sont actives et qui ont une valeur importante à apporter dans le processus et la réussite des processus d'immigration des personnes qui viennent chez nous. Je peux vous donner un exemple, excusez-moi. Les femmes sont majoritaires dans les catégories regroupement familial et femmes réfugiées. Ces deux catégories où l'accès à des services de francisation, des allocations puis des services publics sont très réduites. Fait que donc, entre autres, c'est ça qui est demandé dans les recommandations à mettre de l'avant. Fait que ça va très loin. Là. C'est très contente de voir, mais on aurait aimé ça avoir une orientation spécifique avec des mesures qui changent un peu. C'est les conditions de la catégorie réfugiés, regroupement familial. Par exemple, les femmes du regroupement familial sont beaucoup plus dépendantes de leurs parrains et ça les place dans des situations d'isolement puis de vulnérabilité qu'il n'y a rien à Québec actuellement qui adresse ça. Donc, je suis contente de voir que vous voulez cette volonté-là de les soutenir davantage, mais on aurait aimé une orientation vraiment spécifique qui va plus loin pour elles.
Effectivement. Et qu'est-ce que vous verriez comme autre caractéristique pour ce qui est des femmes immigrantes? Qu'est-ce qui les distingue également là, pour qu'on soit bien au fait de la nature des enjeux possibles? Une autre chose qui est ressortie du rapport, c'est leur taux de surqualification en emploi est le plus haut au Québec. Donc, c'est aussi ça. C'est au Québec, de tous les groupes démographiques, les femmes migrantes diplômées sont les plus surqualifiées. Donc, elles ont des emplois de très bas niveau, souvent, qui est très en deçà de leur qualification. Et ils ont aussi documenté beaucoup de préjugés, malheureusement, auxquels elles font face, là, une espèce de conjonction de préjugés qui les affectent particulièrement, qui font que même dans les emplois où elles sont surqualifiées, elles sont considérées comme pas qualifiées pour faire ce job-là. Donc, c'est détaillé aussi l'exemple des préjugés qui impactent plus particulièrement, qui affectent plus particulièrement les femmes immigrantes. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était quand même une belle étude. Et il y avait plusieurs références intéressantes aussi à suivre dans cette étude-là. OK, merci. Fait que c'est de la sensibilisation des employeurs, etc. Ouais. Effectivement. Madame la Présidente, il nous reste combien? 6 minutes. 6 minutes, d'accord. Vous appuyez notre proposition d'orientation numéro 9 sur la régionalisation. En fait, vous considérez là, que la régionalisation de l'immigration est alignée précisément, uniquement en fait sur des objectifs économiques, que ça génère des inégalités. Pouvez-vous me détailler un peu votre perception, votre vision des choses de ce côté-là en matière de régionalisation? Et qu'est-ce que vous proposeriez d'avoir comme approche? Encore une fois, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure par rapport aux femmes migrantes, la CSQ n'est pas un spécialiste de la régionalisation et de l'immigration, mais on vous recommande de consulter en détail, incluant ces recommandations, l'étude de Marie-Thérèse Chicha, Valérie Asselin et Eliane Racine, la régionalisation de l'immigration, enjeux, portée et limites des politiques et des programmes. C'est un comité consultatif sur les personnes immigrantes de la Commission des partenaires du marché du travail. Et là-dedans, on trouve, à titre d'exemple, comme recommandation, une augmentation du financement des organismes communautaires et des acteurs de la francisation et le fait de réinvestir massivement dans les services publics, car l'étude démontre que le principal frein à une régionalisation durable est le manque d'accès à un logement ainsi qu'à des services d'éducation et de santé de qualité.